Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le cas d'une patiente qui a un karyotype complexe avec deux chromosomes anormaux dérivés du 14. Donc concernant la clinique, il s'agit d'une nouveau-née finalement, de sexe féminin, qui a une insuffisance rénale, une détresse respiratoire et une atrophie cérébrale. Malheureusement, elle est décédée à seulement quelques jours de vie. Elle a également une jumelle qui est décédée à quelques jours de vie et qui a eu des anomalies cérébrales aussi. Les parents sont originaires du Maroc et sont non apparentés. Et donc pour mieux comprendre le phénomène, ils ont réalisé un karyotype au Maroc chez la première fille. Et effectivement, on voit donc un chromosome 14 normal et un autre qui est vraiment atypique. Donc en regardant, on pourrait penser qu'il y aurait probablement un ado et un isochromosome ou une inversion duplication. Et sur d'autres métaphases, on ne voit que l'isochromosome sans l'anneau. Donc quand on a vu ce cas à Rennes, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Comment est-ce qu'on pourra finalement détailler un peu la chose? Et donc on a commencé par réaliser une ACPA. Et donc on a trouvé une délétion hétérozygote en 14q24, ainsi qu'un gain de copie de 30 mégabases en 14q terminal. Donc là, c'est vraiment quand même une grande duplication, enfin un grand gain de copie. Et donc pour comprendre un petit peu l'anatomie de tout ça, on a fait de la fiche. Et voilà ce qu'on a trouvé. Donc on a utilisé tout d'abord deux types de sondes, la sonde centromérique 14 du chromosome 14 et du chromosome 22, ainsi qu'une sonde qui va toucher la région avec les gains de copie. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, concernant le chromosome 14, on voit qu'on a un chromosome 14 qui est normal, qu'on voit ici, qu'il y a un anneau ici, qui a avec lui le centromère du 14. Et donc ici, c'est cette partie-là qui finalement porterait la zone avec un gain de copie. Donc probablement une inversion duplication finalement. Et donc là, c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a des mitoses, donc un peu moins d'un quart des mitoses où on ne retrouve pas l'anneau en fiche. Et donc on s'est dit, vu que ce marqueur, donc avec les 4 points qu'on avait vus, qui est le gain de copie, vu que ce marqueur-là était homogène, on s'était dit peut-être qu'il a un centromère qui a permis sa conservation lors des différentes divisions cellulaires. Et donc on a fait une sonde pancentromérique associée de nouveau à une sonde verte qui cible la région dupliquée. Et donc là, on voit que au niveau de ce marqueur, inversion-duplication, finalement, la sonde pancentromérique n'accroche pas. Donc c'est probablement pas un centromère classique qu'on a ici. On a peut-être un néocentromère finalement. Ça reste une hypothèse. Donc pour comprendre tout ça, on a fait un peu de bibliographie. Et une des probabilités serait qu'il y aurait probablement, lors des premières mitoses, lors des premières divisions, une cassure d'une chromatide. Après quoi, il y aurait une division cellulaire. Et donc, d'un côté, on aura donc le chromosome entier avec le chromosome avec la cassure. Après quoi, il y aura une réplication. Et donc là, l'idée, c'est que le petit bout qui a été cassé, s'il n'a pas de centromère, il va finir par se perdre lors des prochaines divisions. Donc par mécanisme de sauvetage, il se pourrait que lors de ce moment-là, il y aurait un néocentromère qui se serait formé et qui permettrait le maintien finalement de cette inversion-duplication par la suite. Et donc après, on aura encore une autre ségrégation. Et donc là, effectivement, on retrouve un peu ce qu'on a nous, donc avec l'inversion-duplication, sauf que il y aura peut-être eu une petite délétion au niveau du télomère, en plus, ce qui expliquerait la formation de l'anneau potentiellement. Et donc là, on retrouve ce qu'on a au caryo à l'affiche, avec du coup un anneau et une inversion-duplication. Donc j'ai parlé de marqueurs, donc c'est quoi les petits chromosomes marqueurs surnuméraires? Et en fait, c'est des chromosomes qui sont additionnels, de structure anormale, et qui sont de taille inférieure ou égale au chromosome 20, qui est un petit chromosome. Et c'est des structures qu'on peut assez difficilement identifier au karyotype finalement. On estime que 0,044% de la population serait porteur effectivement d'un marqueur. Donc on a 3 grands types de marqueurs, les inversions-duplication, les chromosomes minutes et les anneaux.
Donc là, on a déjà 2 des 3 chez nous. Donc avant de parler de potentiel néocentromère, il faut d'abord parler du centromère classique. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il fonctionne? Eh ben, un centromère, son but, c'est déjà de lier les chromatides entre elles. Et c'est aussi le site d'attachement des kinétochores sur lequel on aura les fuseaux mitotiques. Et donc finalement, le centromère est vraiment très important lors des divisions cellulaires pour maintenir tous les chromosomes finalement. Et donc au niveau de la composition, il est composé d'ADN alpha satellite qui sont des séquences qui sont répétées finalement. Et en termes d'épigénétique, il y a un variant un peu particulier de l'histone 3 qu'on appelle SENPA qui permet l'arrimage du kinétochore et de tout le complexe. Donc là, c'est juste une image pour dire que voilà, au niveau du centromère, on a des séquences répétées, les fameuses séquences alpha-centromériques dans un centromère normal. Et donc là, l'épigénétique, comme on avait dit, fait que on a SENPA qui est au niveau du centromère, qui va permettre l'accrochage du kinétochore, qui est un gros complexe protéique, on voit STEMC et plein d'autres protéines, qui permet par la suite l'arrimage des microtubules pour permettre une bonne ségrégation par la suite. Et donc un néocentromère finalement, c'est quoi? C'est un centromère mais qui se serait formé dans une zone qui n'est pas habituellement un centromère au final. Donc ça a la même fonction de ségrégation qu'un centromère classique, mais ça a une certaine particularité, c'est que finalement il n'y a pas de séquence alpha-centromérique et c'est pour ça que ça n'a pas été marqué avec la sonde pancentromère finalement. Donc finalement, ce qui fait qu'un néocentromère a ce rôle de centromère et qui permet la ségrégation finalement, eh bien c'est une régulation épigénétique qui ferait que il pourrait maintenir cette forme de ségrégation. Et donc en regardant dans la littérature, j'ai trouvé un cas qui ressemble pas mal au nôtre finalement. Bon, c'était pas sur le chromosome 14, mais sur le chromosome 13, où finalement on avait une inversion duplication et un anneau. Donc là, ils ont mis en aqua une sonde pancentromérique et une peinture du chromosome 13. Et donc là, on voit effectivement qu'au niveau de la duplication, il n'y a pas de marquage avec la sonde pancentromère comme chez nous, en fait. Alors que pourtant, il est partout, ce marqueur. Et donc là, ils sont allés plus loin. Ils ont utilisé des anticorps qui sont dirigés contre le complexe kinétochore, finalement, qui ici sont en rouge. Donc là, on voit qu'effectivement, le chromosome inversion-duplication, qui est ici, là, est marqué par ça. Donc ça veut dire qu'il y a une régulation épigénétique qui fait qu'il y a eu un gain de néocentromère, quoi. Et donc, leur schéma de chromosome, ce serait un peu celui-ci, et ce sera très comparable au nôtre, finalement. Et tout ça, forcément, ça pose pas mal de questions, puisque initialement, on peut dire qu'on a un karyotype qui est 45XX, puisqu'on n'a qu'un chromosome 14 qui est normal, et après, c'est associé à 2 chromosomes marqueurs un peu étonnants. Bon, on devine que finalement, ça vient d'un chromosome initial 14 qui aurait vécu beaucoup de péripéties. Et donc, on peut se demander, finalement, est-ce qu'on peut parler vraiment de chromosomes additionnels, sachant qu'il nous manque un chromosome normal de base. D'après Thomas Lear, qui est un peu le spécialiste des chromosomes marqueurs, lui, il pense que oui, il pense que finalement, on peut effectivement avoir des chromosomes, des marqueurs chromosomiques surnuméraires dans un karyotype qui est déjà déséquilibré de base, comme un Turner par exemple. S'il y a des marqueurs, on peut toujours parler de marqueurs surnuméraires malgré tout. L'autre question, c'est le lien génotype-phénotype dans tout ça. Donc là, concernant la délétion, j'ai regardé un petit peu. Et donc sur Decipher, on voit effectivement un patient qui a eu une délétion un peu plus petite et qui a eu une lysencéphalie et des troubles cognitifs. Mais l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est clairement la duplication qui là est énorme. Elle fait 30 mégabases, elle emporte avec elle plus de 600 gènes, dont forcément des gènes qui peuvent créer des pathologies, quoi. Et donc, effectivement, en 14q terminal, on a une région qui est soumise à empreinte. Donc, on s'était dit finalement, est-ce qu'il y a peut-être une disomie uniparentale dans tout ça? Et de ce que j'ai compris, il n'y aura pas de défaut de méthylation. Ça veut dire qu'il y aura au moins une allèle maternelle, une allèle paternelle dans tout ça. Et sinon, au niveau de la duplication, au niveau de la littérature,
Donc on avait vu un cas où il y avait une duplication qui était assez importante, un petit peu plus petite que la nôtre, il me semble, où il y avait une détresse respiratoire due à une hernie diaphragmatique, il y avait de l'hypotonie, une microcéphalie, des anomalies faciales, bref. Et pareil, il y avait un autre article qui décrivait le cas de leurs patients et qui reprenait un peu des cas précédents avec des duplications terminales pour différentes raisons, hein, pas forcément des marqueurs. Et effectivement, on voit pas mal d'anomalies, dont par exemple des microcéphalies. Bon, je ne veux pas tous les citer, mais voilà. Donc en tout cas, c'est une grande duplication qui est pathogène, quoi. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie également l'équipe de Rennes pour toutes les investigations qu'ils ont menées sur ce cas. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Et c'est là qu'on voit que l'expertise en cytogénétique est vraiment importante pour interpréter ces remaniements complexes. Bah oui, on en a besoin justement pour voir, comme je disais, un peu l'anatomie, voir où est le gain de copie, parce que finalement, c'est compliqué comme ça. Hein, donc, Et les néocentromères, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Est-ce que ça peut seul avoir un impact en pathologie humaine, ou c'est l'anomalie de dosage génique qui explique clairement le phénotype? Alors là, je pense que c'est un ensemble. Je pense que finalement, le néocentromère, c'est, par rapport à ce que j'ai compris, c'est un peu le mécanisme de sauvetage, parce que cette inversion duplication sans néocentromère, ça aurait créé une délétion, et je pense que c'était pas compatible à la vie, en fait. Donc finalement, ça a peut-être sauvé, mais bon, pour pas très longtemps, malheureusement. Mais ça a permis au moins de maintenir le matériel génétique, même si après, c'est dupliqué, enfin, comme on avait vu. Donc voilà, après au niveau du phénotype, je pense que c'est vraiment un ensemble. Clairement, la grande duplication, je pense qu'elle joue énormément dans tout ça. Ça, c'est sûr. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Julien Van Gils à Bordeaux. Merci beaucoup pour cette belle présentation cytogénétique. J'avais une question. Est-ce que vous avez la notion du conseil génétique qui a été rendu à cette famille dans cette situation très particulière? C'est une très bonne question parce que, en fait, on se demande est-ce que c'est nouveau, est-ce qu'il y a un terrain familial. Alors, la mère a accepté de faire un karyotype, son karyotype était normal. Par contre, le père n'a pas accepté de le faire. Et on sait que de la branche paternelle, il y avait des cas justement de décès après la naissance. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, mais honnêtement, on ne sait pas vu qu'on n'a pas le karyotype du parent, enfin le karyotype du père du coup. Et pour la propre descendance de ce patient? Il est décédé du coup. S'il y avait ce type de situation, ouais, c'est ça qui est assez intéressant. Dans la littérature, par exemple, sur ce type de situation, est-ce qu'ils abordent la notion du conseil génétique? Après, conseil génétique en particulier, là, pour le coup, c'est un peu complexe. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Surtout que la littérature, comme je l'ai dit, ce n'est pas des marqueurs. Hein. Parfois, c'est des duplications. Et du coup, en fait, il vient dans un autre chromosome. Donc, au final, ce n'est pas des marqueurs comme nous quand on parle des duplications. Donc, c'est encore différent, en fait. Enfin, là, je voulais juste parler en termes de gain de copie, qu'est-ce que ça peut donner. Mais chaque cas est particulier. Et là, pour le coup, c'est encore plus particulier avec un marqueur. Merci pour la présentation. Moi, je suis ravie de voir des chromosomes, évidemment. Oui. Alors bon, il y a des petits... Ça va être un commentaire générationnel. En chromosome, on ne parle pas d'anatomie, on parle de morphologie. Oui. Je suis désolée, les oreilles... Alors bon, pour moi, c'est clairement... Il y a forcément un néocentromère. Hein, c'est pas, vous l'avez bien expliqué, la mécanique. On n'a pas besoin d'un centromère pour que ça fonctionne. On peut en créer un. Et c'est effectivement les kinétochores. Il y a les anticorps contre le kinétochore, donc CNPA, CNPC, qui peuvent se trouver. Et vous pourriez le prouver, je pense... Alors, beaucoup en ont. Il y a encore des néocentromères plus compliqués, mais en général, avec ces deux anticorps, on arrive à les voir. Ça, c'est certain. Pour répondre à la question, oui, même si c'est des cas... Vu la mécanique chromosomique, c'est sûr qu'on peut rassurer complètement le couple ultérieurement, même sans le karyotype, parce qu'il faut 2, 3, 4 accidents, donc pas avant que ça se répète, il n'y a jamais de récidive. Et puis sur quoi d'autre, je ne sais plus. Ah oui, alors non, sur la nomenclature, parce que c'est une formule chromosomique soit à 46 chromosomes, soit à 47 chromosomes, on est d'accord? Vous avez des mitoses. Donc si vous êtes à 47 chromosomes, il y a forcément un DER14 et il y a un marqueur surnuméraire. D'un point de vue nomenclature, on est obligé de dire un marqueur surnuméraire. Oui, dans tous les cas, on va en parler. Il y avait une C'est question une belle observation. Merci. Merci pour ton expertise cytogénétique. Linda Cloul, conseillère en génétique à Rennes. Ma question, c'était est-ce que le fait que ça soit des acrocentriques, ça change quelque chose?
Après, en fait, j'ai regardé dans la littérature, effectivement, chromosome 13, il y en a pas mal, des marqueurs un peu plus, comme le cas que j'avais présenté. Chromosome 14, il y en a vraiment très très peu. J'en ai trouvé un dans les années 1990, je crois. Donc, en tout cas, pour ce chromosome-là, c'est assez rare. Pour le 14 en particulier. Mais pour les 13, il y en a plus, oui. Oui. Ok, merci beaucoup.